émission politiquement ok, votre émission de référence dans le domaine politique en Guinée. La politique est à l'art de convaincre ou de gouverner, soit par la force des arguments ou les arguments de la force. Nous promouvons les principes suivants: la liberté d'expression dans cette émission, l'égalité entre les citoyens, la démocratie, le développement, la cohésion sociale. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui sur ce plateau un homme politique de l'opposition guinéenne, le secrétaire général du parti UGDD. Il est à la fois professeur chargé des cours et actif dans le domaine de l'opposition. Son nom c'est Nestor Kabadounou. Alors Nestor Kabadounou, bonsoir. Bonsoir. Alors qui est Nestor Kabadounou réellement? Et je pense que vous avez déjà décrit partiellement ce que je suis, ce que je représente. Je suis le secrétaire général de l'UGDD et en même temps je suis dans le monde de l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'il faut préciser que je suis professeur au cours de l'enseignement supérieur donc à l'université de Sonfou dans le département des droits. Et en plus je suis directeur général de l'université privée de la place. Voilà. Récemment on a vu le nouveau gouvernement qui est mis en place. Quelle est votre conception? Quelle est votre conception de la situation? Il faut dire avec exactitude que l'UGD d'abord s'en réjouit de cette opportunité que vous créez pour pouvoir à un certain moment s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui peuvent notre pays, il faut le dire. Et maintenant, par rapport à votre sujet relatif au gouvernement qui a été mis en place, donc dirigé par M. Kassou Fofana, il faut le dire tout simplement que l'UGDD n'approuve pas la démarche. N'approuve pas la démarche. Oui, il faut dire totalement, on n'a pas cette critique, non seulement du point de vue forme, mais du point de vue fond de ce gouvernement. Quand on prend la forme de ce gouvernement, vous comprendrez en toute évidence qu'il y a eu certains ministres qui ont été nommés avec d'autres fonctions qui n'étaient pas prédéfinies dans le statut gouvernemental. Je vais vous donner un exemple, par exemple, du ministère des Affaires présidentielles. Dans le décret qui a défini le statut, donc la structure gouvernementale, ça ne figurait pas. Vous allez prendre le cas du ministère de l'élevage. Le ministère de l'élevage a figuré effectivement dans la structure gouvernementale, mais qui n'a pas eu d'occupant. Donc du point de vue du forme, ça montre en toute suffisance une certaine légèreté. Ça montre en toute suffisance ce qu'on appelle l'amateurisme qui a caractérisé la formation de ce gouvernement-là. Il faut le dire. Mais quand vous prenez le fond de ce gouvernement, vous comprendrez le deuxième mandat, le professeur Fakonde l'a dit clairement, qui le dédie aux femmes et aux jeunes, mais en toute suffisance. Voyez l'intérieur de ce gouvernement-là. Il y a combien de femmes? Je pense que c'est 4, qui est minimum sur 33 ministres. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de jeunes. Qui est jeune dans ce gouvernement-là? Il n'y a aucun n'a moins de 40 ans. Aucun. Tous, Moustapha est dans plus de 40 ans. Non, ils ont tous plus de 40 ans, ce ne sont pas des jeunes. Il faut le dire. Je pense qu'à un certain niveau, il faut que les gens cherchent à moraliser la vie politique. Il faut que les gens sachent en toute évidence qu'à un certain moment, un homme politique n'est pas celui qui se permet de changer du jour au lendemain de chemise. Il faut que nous soyons à un certain moment liés aux paroles que nous donnons à nos citoyens. C'est la seule façon de donner aujourd'hui de la valeur à la classe politique. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous observons, nos aînés, donc l'ancienne classe politique, a vidé du contenu de la politique son sens réel. Parce que le sens réel de la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, la gestion d'un pays. Comment il faut avoir ce tard, être à l'écoute du peuple, poser des actes positifs qui rentrent dans le cadre du développement du pays. Mais malheureusement, nos aînés nous ont appris et ont fait comprendre à nos concitoyens que le politicien, c'est celui qui ment. Le politicien, c'est l'imposteur. Le politicien, c'est celui qui n'a pas de parole. C'est pourquoi nous, à l'UGDD, nous avons toujours invité, et bien entendu, les jeunes à s'intéresser à la politique. Si on ne s'intéresse pas à la politique... Je n'ai pas compris. Quel est le poids électoral de l'UGDD? Non, vous savez, nous sommes même pas très forts, c'est pas très bien. Nous avons pris part aux élections législatives 2013, on a eu un député, vous le savez. Au présidentiel avec M. Georges Gandhi, Fraguet Tonkara, que Dieu l'a créé dans son paradis, nous avons pris part. Au local, nous sommes allés, partout nous avons, c'est vrai qu'à un certain niveau, nous avons présenté pratiquement les listes communes avec le bloc libéral. Mais à des niveaux, nous sommes partis seuls, nous avons des conseillers. Ça veut dire que les gens, nous avons plus de 20 conseillers.
Ça montre à suffisance déjà que c'est un parti qui se porte bien, c'est un parti qui ose aller, bien entendu, aux élections, quelle que soit la date des élections. C'est pour dire aujourd'hui que nous avons toujours dit, le fait pour un parti politique ne pas pouvoir participer à une élection, surtout locale, c'est un suicide politique. C'est pourquoi nous avons pensé, en fonction de nos moyens, qu'il était fondamental que nous fassions en sorte que nous prenions part à ces élections-là, chose qui a été faite. Donc c'est pour vous dire tout simplement que si les jeunes, je vais venir sur ce que je développais, il faut qu'ils s'intéressent à la politique. Quand ils s'intéressent à la politique, on va d'abord, rajeunir cette classe politique. Deuxièmement, les jeunes savent pourquoi ils font de la politique. Il suffit aujourd'hui que vous soyez ministre aujourd'hui de la communication. Lorsque vous allez visiter une télévision sénégalaise, marocaine ou bien burkinabé, vous allez voir que les autres sont en avance. Et de facto, qu'est-ce qu'on va constater sur le terrain? Vous viendrez pour pouvoir matérialiser la même chose. Le jeune est ambitieux, le jeune est envieux. Mais non, malheureusement, ce que nous voyons, si vous prenez le cas du professeur Alpha Condé, rarement qu'il fasse 2 semaines sans voyager. Il n'a jamais tenté de faire sur le terrain ce que les autres font. Il ne veut pas faire la promotion. Oui, mais la Guinée est de retour où? Il faut que les gens arrêtent et qu'on soit sérieux. C'est pour dire que ce gouvernement, nous savons, ce n'est pas un gouvernement de développement. C'est un gouvernement uniquement pour matérialiser le projet politique du professeur Alpha Condé. C'est pourquoi nous, c'est le projet, vous le savez déjà, c'est le cadre du 3e mandat. Les hauts responsables du RPG l'ont dit, le professeur de ses actes et de ses propos, on constate bien entendu qu'il vient le 3e mandat, il a dit en Russie qu'on n'a pas besoin d'une démocratie à la française, qu'on n'a pas besoin d'une démocratie à l'américaine. C'est ce que j'ai dit. Ce que nous voulons aujourd'hui, vous connaissez comment les Russes fonctionnent. Vous commencez bien entendu comment la Chine fonctionne. Lui, ce sont ses pays de référence du point de vue démocratique. Il faut au moins, à un certain moment, se comparer aux meilleurs pour être meilleur un jour. Mais on ne peut pas se comparer, par exemple, à la Russie. Poutine aujourd'hui, quelle que soit sa force aujourd'hui, mais du point de vue démocratie, nous savons ce que Poutine représente. Il faut qu'on soit sérieux avec nous. Donc aujourd'hui, nous pensons au sein de l'UGDD que ce gouvernement cherche à tenter l'impossible. L'impossible, c'est quoi? C'est cette question du 3e mandat. Le législateur guinéen a été très stratège pour ériger un certain nombre de dispositions en des intangibilités constitutionnelles. Ça veut dire que ce sont des dispositions dans la Constitution guinéenne, pour aucune raison que ce soit, ne peuvent admettre une révision. C'est la question du 3e mandat. On savait effectivement que celui qui devait venir après la transition aurait pu tenter cette situation-là. Vous pensez que Sékou Touré est mort au pouvoir, vous pensez que l'ancien Conté est mort au pouvoir, pourquoi pas celui qui va venir à la transition, après la transition et mourir aussi au pouvoir? On ne donnera plus l'occasion à qui que ce soit. Il faut qu'on soit respecté de nos principes démocratiques, qu'on soit respecté de nos constitutions et de nos lois de la République. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée doit rester plus que vigilant, plus que jamais, pour qu'aujourd'hui nous barrions la route à ce gouvernement qui va tenter de faire une chose qui pourrait lui être fatale. Récemment, on a vu Kassoum Fofana au siège du RDC. En tout cas, c'est le chef de l'opposition. Quels sont les dessous? Effectivement, il est venu pour une visite, bien entendu, pour montrer qu'il est le chef du gouvernement, c'est normal. Et il nous a dit au cours de la rencontre qu'il était là pour promouvoir le dialogue politique, chose que nous avons appréciée. Il nous a demandé de lui faire un mémo. Je ne sais pas pourquoi on va faire un mémo au moment où le chef de l'opposition avait déjà rencontré le président de la République et au cours de la rencontre, les notions clés ont été prédéfinies. Et le Premier ministre, quand il vient, il reçoit une délégation de pouvoir du président de la République et qui se met au travail et qui se met à réaliser les engagements de son président qui lui a choisi. Ça, c'est fondamental. Donc, nous, aujourd'hui, le problème du dialogue, c'est une très bonne chose. Mais le problème du dialogue ne doit qu'être qu'un moyen supplétif de loi. C'est-à-dire, quand une loi est insuffisante, bien entendu, et qu'on comprend vraiment qu'il y a une certaine incohérence, c'est dans ce cas seulement qu'on va parler de dialogue. Il faut que nous, les hommes politiques, il faut que les dirigeants soient respectueux des lois de la République. Il n'y a pas autre moyen. Mais malheureusement, toutes les années, c'est le dialogue. Depuis que le professeur Fakonde est venu au pouvoir, on ne parle que du dialogue, dialogue et dialogue. Et le dialogue qui aboutit à certaines conclusions, malheureusement, qui ne sont pas respectées. Pourquoi le dialogue? Voilà un peu la préoccupation de l'IGD. Pensez-vous que le nouveau Premier ministre pourra assumer les fonctions qui lui sont prévues par la Constitution? Est-ce qu'il pourra avoir les mêmes libres? Est-ce qu'il pourra travailler? Il faut dire par la personne de Kassoudi, vous savez, c'est pourquoi nous qui observons des choses, vous comprendrez qu'Alpha Condé effectivement a des sérieux problèmes.
Il a de sérieux problèmes. Sinon, Kassory n'est pas quelqu'un de genre à pouvoir travailler avec Alpha. Alpha n'est pas le type de personne comme Kassory. Il aime jouer avec des gens qui sont facilement instrumentalisables. Il aime jouer avec des gens qui sont manipulables. Mais ce n'est pas le genre de Kassory. Mais en toute évidence, en observant des choses, vous comprendrez déjà que Kassory a du pain sur la planche. Il a assez de difficultés. Prenez le cas de M. Diané. Dr Diané est ministre de ce gouvernement, donc ministre de la Défense. Et ensuite, M. Diané est chargé des affaires présidentielles. La présidence est une institution républicaine qui n'a rien à confondre avec le gouvernement qui consiste aussi une autre institution républicaine. Est-ce qu'il va se plier aux instructions, bien entendu, du Premier ministre ou bien du président de la République? Kassory, déjà, vous comprendrez. Vous comprendrez. Non, c'est non. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez en tout cas qui est M. Diané. Il n'est pas n'importe qui sous ce régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, M. Kassory Fofana ne pourra pas essayer de gérer M. Diané comme il le veut. Il faut que ça soit clair. Moi, je pense que ça aurait été à la place de Kassory, c'est de demander effectivement à ce que M. Diané gère des affaires présidentielles. Il s'agit de la présidence. Mais il faut qu'il y ait un gouvernement qui puisse contrôler, qui puisse contrôler. Mais malheureusement, je vais vous dire quelque chose. Qui ressemble au gouvernement Diané? Non, il devait s'occuper totalement des affaires présidentielles et trouver un ministre de la Défense qui pourrait contrôler. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Vous comprendrez en toute évidence que ce gouvernement a été préconçu avant, bien entendu, que M. Kassory soit nommé. Ces membres du gouvernement ont été choisis avant que Kassory ne soit nommé. Qui Kassory amène dans le gouvernement là? Le premier ministre n'a amené que M. Patrick Milimono. C'est lui seul qui l'a pu amener dans le gouvernement. Et vous voyez comment ce sieur aujourd'hui est en train d'être utilisé, en train d'être ridiculisé, humilié par le pouvoir. Vous imaginez un ministre qui occupe 2 postes ministériels au cours d'une seule semaine? Mais puisqu'il est unanimement validé par les pouvoirs en place, est-ce qu'il n'a pas eu la volonté de laisser les présidents faire la nomination? Non, le président, il y a eu combien d'autres ministres? Il y a 32 autres ministres. Le président n'a touché que l'homme que M. Kassory a amené au gouvernement. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est Kassory a envoyé au gouvernement? Mais c'est un militant de GPT, vous ne le savez pas? Je sais quand même. Vous ne savez pas un militant de GPT, c'est quelqu'un qui est dans la Banque centrale, Kassory est Premier ministre. Mais si cela prouve qu'il a été... Absolument, mon ami. Ça, c'est le monde politique, ça c'est la pratique politique. Le souhait aujourd'hui de GPT, c'est d'avoir une dizaine de cadres dans le gouvernement. Mais malheureusement, ce gouvernement a été préparé. Je signale que le GPT est mort. Non, absolument, GPT est mort. Je le sais qu'il est mort parce que le GPT a accepté d'être absorbé par le RPG. Ce n'est même pas une fusion. Parce qu'en politique, quand on parle de fusion, c'est faire 2 formations politiques ou plus de 2 formations politiques, c'est retrouvent pour fondre et essayer de mettre en place un autre plus puissant avec de nouvelles visions. Mais c'est pas ça. La GPT a été absorbée par le RPG. Donc ce n'est même pas une fusion. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire en toute évidence qu'aujourd'hui la GPT effectivement est morte. Mais aujourd'hui le président a commencé à poser les premiers actes pour affaiblir Kassory. Voilà le premier acte. Celui qui concerne le cas de M. Patrick Milimono. Alors quels sont les défis et les perspectives du gouvernement? Non, aujourd'hui je pense que ce gouvernement devait tourner vers le développement. Sincèrement. Mais malheureusement, quelque chose qu'on n'a pas pu faire en 8 ans, contrairement aux propos que tient bien entendu le Premier ministre, pour dire que la Guinée pourrait dépasser la Côte d'Ivoire dans 2 ans. Ce n'est pas possible. En rythme de croissance. Non, mon ami, ce que je veux vous dire, c'est irréaliste. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, Kassory était quelqu'un que nous respectons beaucoup parce que il faut le dire. Non, ce que je vais vous dire, la croissance découle de quoi? De la productivité. Absolument. Mais jusqu'où les gens qui n'ont pas pu faire preuve de compétences de gestion pendant 8 ans, en 2 ans, il pourra le faire, il ne pourra pas. Je sais ce que je vois, il dit qu'il ne pourra pas. Il a une mission et on cherche qu'il commence à poser un premier acte par rapport à cette mission-là. Cette question du 3e mandat, il faut que ça soit clair. Y a-t-il des ministres que vous respectez dans le nouveau gouvernement? Oui, par rapport à leur bilan. Évidemment, il y a des ministres que nous respectons. Vous prenez M. Guérobadé, le ministre de l'enseignement supérieur. Il faut le dire, c'est un sieur au-delà de tout pour lequel j'ai du respect. Parce que c'est l'un des meilleurs ministres de l'enseignement supérieur que moi je n'ai jamais connu. Nous sommes très jeunes. L'un des meilleurs, pour ne pas dire que le meilleur.
Parce que les réformes qu'il a entreprises, il faut vraiment reconnaître que ce monsieur est un bon manager. Quand il était venu au nouveau gouvernement, nous qui étions fonctionnaires, les gens pensaient qu'il est banquier, il ne peut pas gérer. On n'a pas besoin d'être professeur ou agrégé ou bien docteur à l'enseignement supérieur pour diriger un département. On n'a pas besoin d'un médecin pour gérer le ministère de la Santé. On n'a pas besoin effectivement d'un économie pour gérer le ministère de l'économie. Il faut avoir cet esprit de managérial pour pouvoir gérer ton équipe. Il y a des techniciens qui peuvent travailler. Il faut pouvoir essayer de répartir le travail. Essayer aujourd'hui d'apporter cette nouveauté dans le travail. Mais Pierre, aujourd'hui, ce qu'il a eu à faire, il faut lui être reconnaissant. C'est un ministre pour lequel je le respecte. Ça, c'est un tout. Et c'est l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement. Et Gassama, par exemple. Gassama, c'est un ministre qui sait dénoncer. Moi, je n'aime pas ce genre de personnes. Je vais vous dire clairement. Okay. Les gens apprécient Gassama par rapport à son attitude dans le gouvernement. Moi, je n'apprécie pas. Parce que moi, Nestor, membre du gouvernement, je pose un premier acte, vous ne m'écoutez pas. Deuxième acte, vous m'écoutez pas. Troisième acte, vous ne m'écoutez pas. Ça veut dire que c'est une personne de nature qui ne pourrait pas travailler avec vous. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Je démissionne. Monsieur Gassama, il a démissionné? Non. Et tous les jours, il dit que les droits de l'homme sont violés. Tous les jours, il fait des propositions qui ne sont pas respectées. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qu'il fait dans le gouvernement? Qu'il démissionne et qu'il se retourne en France? Ou bien qu'il entreprenne notre activité? Il faut que les gens soient sérieux. Qui vous inspire la nomination des choix portés par Abakar Sylla comme porte-parole du gouvernement, y compris la nomination de Mokhtar Diallo comme... Non, au fait, c'est un choix. Mokhtar, c'est un frère pour lequel, de tout ce qui est politique, nous échangeons. Il faut dire, j'ai du respect pour lui. Il faut dire, ce que je sais, la vie, c'est une question de choix. La politique, c'est une question de choix. Et quand ils choisissent, il faut assumer le choix là. Ils ont choisi d'aller dans ce gouvernement-là. Et je respecte les choix, bien entendu. Et vraiment, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Parlons un peu du code électoral, qui est la nouvelle législature à valider. Et cette même nouvelle législature qui est composée d'opposants conteste les résultats communaux. Tandis que c'est les tribunaux de première instance ont déjà dit clairement que tous ces résultats ne sont pas émanants ils ont validé complètement. Et tout ce qu'à présent c'est validé. Est-ce que ça n'impacte pas négativement? Vous savez, le problème de la Guinée, c'est que les hommes politiques à un certain moment oublient l'intérêt national pour faire face à ce qui les semble urgent et ce qui les préoccupe l'intérêt du parti. Okay. Vous savez, nous faisons partie des partis politiques qui, à un certain niveau, s'étaient reculés et donc avaient apporté assez de critiques par rapport à ce code électoral. Okay. Je vous rappelle que dans la salle des actes, Faya Memono et moi s'étions retirés de ce dialogue, mais aussi on a suspendu notre participation à la plénière de l'opposition républicaine. C'est par rapport au point 2. Parce que nous avons voulu à ce que les élections aient lieu jusqu'à la barre district de Kati. Vous imaginez le problème qu'on ne parvient même pas encore à résoudre. C'est le problème de l'installation des exécutifs communaux. Oui. On ne parvient pas encore à régler. Il y a un problème majeur qui nous attend. La désignation des chefs de quartier, mais aussi des présidents de district. Ça va nous prendre encore un bon temps. Nous, c'est pour vous dire aujourd'hui, le cas qui se passe, il y a eu des fraudes flagrantes qui ont été observées parce que tout simplement, vous comprendrez que les procès-verbaux qui ont été envoyés à la CENI ne sont pas authentiques. Ce ne sont pas des vrais procès-verbaux. Avez-vous des preuves? Mais il y a eu des preuves. Les preuves ont été apportées. La CENI a appelé l'opposition, bien entendu. Ce que je veux vous dire, on s'était retrouvés au sein de l'opposition républicaine, autour du chef de l'opposition, pour pouvoir rassembler toutes les preuves que nous avions, pour ensemble mener cette démarche pour que les voix qui ont été volées soient restituées à des droits. C'est les voix qui ont été volées. Comment est-ce que dans une circonscription, que vous ayez par exemple 500 voix, on vous donne 50? C'est les voix qui ont été volées, il faut le reconnaître. Ces voix ont été volées par le pouvoir. Il y a des preuves. Ce que nous avons dit, c'est quoi? Si aujourd'hui la CENI croit qu'elle a fait un bon travail, qu'on essaie de procéder à une comparaison des procès-verbaux, qu'on essaie de voir les procès-verbaux que nous avons,
qui sont authentiques et par rapport aux procès-verbaux qui ont été destinés à la CENI, qu'on les compare. C'est ce que nous avons demandé. Est-ce que vous pensez que ça c'est irréalisable? Mais malheureusement, vous imaginez, la CENI avait appelé l'opposition pour dire si l'opposition a des preuves contraires aux résultats produits, qu'on décide d'amener les réponses. Malheureusement, on vient ces jours, qu'est-ce qui a été dit? Qu'ils n'ont pas la qualité de revoir le dossier. Ça veut dire quoi ça? Sur 340 circonscriptions, il y Oui. a 12 qui sont contestées par l'opposition. Pourquoi n'est pas œuvré pour l'installation des... Ce n'est pas 12. Qui vous a dit que c'est 12? En tout cas, ce qui est dit par... Non, quand oui, pour l'opposition républicaine, oui. Oui. Mais même les autres partis politiques qui ne sont même forcément pas de l'opposition républicaine, il y a pas de 30 circonscriptions. Ce n'est pas 12. Il faut que ça soit clair. Oui. Même ce que je veux vous dire, même si c'est une circonscription, pourquoi détourner ce pouvoir? Mais ceux qui sont validés par l'opposition, pourquoi ne pas les installer directement? Mais qui est venu les installer? Mais puisque vous dites... Non, ce n'est pas nous qui installons. Puisque vous dites qu'il faut des dialogues, des séries de dialogues qui ne finissent pas... On n'a pas de... Non, attendez. Nous ne sommes pas des formations politiques qui promeuvent ce qu'on appelle le dialogue. Nous voulons que et l'opposition et la mouvement, chacune de ces parties respecte les textes juridiques qui nous régissent. Mais ce n'est pas le fait de dialogue. Vous pensez que ça nous permet d'aller au dialogue? C'est comme aujourd'hui beaucoup pensent que l'opposition peut manifester. Vous pensez que nous manifestons parce que ça nous plaît, on a envie de manifester? Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous êtes en face d'un pouvoir qui se fait sous le lumière, parfois il faut le piétiner et qu'il sache vraiment que vous vivez au moins. C'est ce que nous essayons de faire. Non, nous ne sommes pas là pour faire la promotion du dialogue. Nous sommes là pour le respect des textes qui régissent la République de Guinée. Et donc, les textes qui régissent les partis politiques. Il faut que nous soyons sérieux. Et dans ce cas, nous avons demandé à ce qu'il y ait une comparaison. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Vous n'êtes pas en train de mesurer l'enjeu de la chose. Vous prenez par exemple, bien entendu, une sous-préfecture ou bien une commune rurale comme Mania. Mania déjà, vous comprendrez à partir de ça, les gens savent qui doit diriger la commune rurale de Mania. Et lorsque la personne se voit écartée du seul fait du comportement aussi irresponsable de ceux qui ont géré ces élections, vous comprendrez qu'il y aura une instabilité dans cette zone. Parce que les citoyens n'accepteront jamais de se faire diriger par une autorité illégitime. C'est impossible. Donc il faut vraiment que nous sachions que c'est un problème de sécurité. Nous l'avons dit, depuis que nous avons dit que ce code électoral n'est pas lamentable du peuple de Guinée, nous avons dit qu'il s'agit d'une sécurité nationale. Si c'est un problème d'élection législative, on peut gérer parce qu'il s'agit de madame. Il s'agit de Bofa. Mais c'est un problème de sécurité nationale. Je vous dis une fois encore et je répète, le problème majeur nous attend. La désignation des chefs de quartier et des présidents de district. Voilà. Est-ce que vous avez la volonté quand même d'œuvrer pour la sens? Parce que les 340 qui sont sur les 12 officiellement dit par les médias, jusqu'à présent, il y a toutes des contestations. Il faut que vous, au moins, vous lâchez du lest pour que la mouvance aussi lâche du lest. Non, écoutez, la Guinée gagne. Non, écoutez. Qui doit faire gagner la Guinée? C'est tous les hommes politiques. C'est nous tous. Oui. En particulier, c'est qui? C'est ceux qui sont bien entendus au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont non. Ceux qui sont au pouvoir ont un bilan à présenter. Nous ne sommes pas là pour empêcher quoi que ce soit. Ce que nous vous disons, c'est quoi? Il faut que ce pouvoir restitue les voix qu'il a volées. C'est fondamental, mon ami. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que tous les jours, il y a des détournements d'argent. Il y a des marchés de gré à gré. Ça, c'est un problème qui peut être géré par le pouvoir. Mais cette fois-ci, je vous dis bien, aucune circonscription n'acceptera de se faire diriger par une autorité désignée par un pouvoir. Ce n'est pas possible. Les citoyens se reconnaissent déjà en certains hommes et en certaines femmes. Et que les citoyens ont porté confiance en ces femmes et en ces hommes. C'est en ces personnes-là de les diriger. Donc c'est ce que nous disons. Si vraiment cela n'est pas respecté, qui est responsable de ça? Mais c'est le pouvoir. C'est eux qui ont organisé ces élections. Pensez-vous que les négociations qui se sont déroulées au palais du peuple entre les hommes politiques et la société civile, le gouvernement aussi, n'impacteront pas les calendriers des élections prochaines? Non, les élections prochaines ont été déjà définies. Nous connaissons les dates pour les élections législatives. Si. Ça devait se dérouler en 2018. Mais bien sûr. Non. Je pense que le débat n'a même pas eu dans ce cadre. Parce que ce n'est pas cette CENI, il y a des préalables. Ce n'est pas cette CENI qui va organiser ces élections législatives. Oui. La CENI doit partir.
il faut le toilettage de ce fichier électoral. Tant que ce fichier n'est pas électoral, il s'agit d'une élection nationale, bon sang de bon Dieu. Ce n'est pas une élection locale comme celle que nous venons de vivre là. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il faut que cette CENI soit changée, ça c'est fondamental. Deuxièmement, il faut que ce fichier électoral soit toiletté. Voilà des pays là, par exemple, parmi tant d'autres, qu'il faut d'abord poser pour parler d'une élection législative. Mais vous savez, le pouvoir est dans une posture, nous l'avons dit, de pouvoir nous ramener au-delà de 2020. On donne là l'occasion à qui que ce soit, d'abord à l'Assemblée nationale, d'aller au-delà de son mandat légal, ni au président de la République d'aller au-delà de son mandat légal, donc jusqu'en 2020. Si c'est dans cette posture, il se retrouve pour dire qu'on va continuer à les traîner, ne pas dire qu'on ne va pas vous donner installer les bureaux exécutifs, il se trompe énormément. À un certain niveau, le peuple de Guinée prendra ses responsabilités pour pouvoir mettre en cause et écarter toutes les institutions illégitimes. Il faut que cela soit clair. Dans Voilà. vos interventions sur les réseaux sociaux, vous accusez clairement le nouveau Premier ministre d'avoir au moins les talents d'inventer des nouveaux billets de 50 000. Est-ce que vous maintenez cette... Non, ce que nous disons, le Premier ministre, nous l'avons vu à l'œuvre. Il a été tout puissant ministre de l'économie et des finances. De toute façon, au cours de du poste qu'il a occupé, donc le ministre de l'économie et des finances, on a eu de nouveaux biens. Ce que nous savons, nous connaissons aujourd'hui l'agenda de ce gouvernement-là. Il faut que ce soit clair. Et ce que nous attendons aussi, c'est pourquoi nous demandons de commencer à l'entame de cette intervention pour dire que le peuple doit être vigilant plus que jamais. Nous devons être vigilants, être attentifs à tout acte que ce gouvernement pose. C'est pourquoi nous disons, vous avez vu ce qui s'est passé en 2015, après les élections présidentielles, c'est les milliards et des milliards qui ont été, bien entendu, enlevés de notre banque centrale. Avec Pourquoi pas aujourd'hui, dans le seul but de réaliser un projet irréalisable, on prépare nos inventaires des biens de 50 000 ou de 100 000. Ils sont prêts à tout. Les gens qui ne s'occupent pas, bien entendu, du développement local. Et regardez aujourd'hui nos villes. Et regardez aujourd'hui la commune de Mato, vous prenez toutes les communes, comment vraiment il y a la saleté un peu partout, on dirait qu'on n'est même pas gouverné. Effectivement, puisque vous critiquez, vous avez plus de solutions concrètes pour nettoyer la ville de Non, Conakry. il y a une seule solution, mon ami. Il faut la transparence dans l'octroi des marchés. La transparence. Il n'y a que la transparence. Tant que cela n'est pas fait, Quelles sont, je vous le dis, quelles sont vos solutions concrètes pour pouvoir nettoyer la ville de Conakry? pour nettoyer la Comme Kigali. Pour nettoyer la ville de Conakry, il y a deux choses. La première des choses, j'ai parlé de la transparence, mais aussi il faut cultiver le civisme. Il faut que les citoyens sachent, à travers la sensibilisation, pour dire que oui, celui qui utilise tel biscuit avec ce plastique-là, il faut le mettre dans une poubelle. C'est important. Dans l'octroi du marché, quand je dis qu'il y a une transparence, il faut donner le marché aux PME qui pourraient être contrôlés par des structures. Ils ont déjà mis en place une agence en charge de la sécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Rien n'est fait. Est-ce que ça c'est un État? Regardez aujourd'hui l'état de nos routes. Ça c'est un État, ça? Je suis d'accord avec le professeur Fakonde s'il avait dit à un certain moment qu'il n'a pas hérité d'un État, hérité d'un pays. Effectivement, nous sommes dans ce pays-là encore, nous n'avons pas encore d'État. Nous n'avons pas encore d'État parce qu'un État ne se gouverne pas comme ça. Le pays est tout sauf être gouverné. Les prochains procès contre le massacre du 20 septembre, les principaux acteurs sont à l'extérieur, comme le général Konaté, l'ex-capitaine Dadis. Quelle est votre perception de la situation? Mais c'est le pouvoir qui ne veut pas que ce dossier avance. C'est le pouvoir. Le capitaine Dadis, vous le savez, dans tous les médias, a défini sa position claire de pouvoir répondre à la convocation de la justice guinéenne. Plusieurs fois il a dit. Plusieurs fois il a dit. Mais pourquoi on l'a fait de rentrer? Il n'est pas guinéen. Il faut qu'on soit sérieux. Seulement Konaté, ce n'est pas quelqu'un qui va refuser, bien entendu, de venir vraiment répondre à l'invitation de la justice guinéenne. Qui retarde ce projet, ce procès? C'est l'État guinéen. Aujourd'hui, l'argument qu'ils avancent, c'est le problème des moyens financiers. Au moment où nous prenons des milliers de milliards pour pouvoir injecter dans le cadre des élections présidentielles de 2015, au moment où il y a des marchés de gré à gré, des marchés surfacturés, nous sommes en train d'observer. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? C'est un manque de volonté. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes convaincus au sein de l'UGDD
que ce procès n'aura jamais lieu sous le régime du procès Alpha Condé. Parce qu'il y a un manque de volonté. S'il n'y a pas un manque de volonté, qu'il le fasse. Qu'il le fasse, c'est simplement ça. Mais tout ce que nous demandons, même si aujourd'hui le capitaine Dadis, ancien bien entendu, M. Dadis Camara et M. Kouba Konaté doivent venir comparaître, il faut déjà voir le côté sécuritaire. Le côté sécuritaire doit être observé. Cela est fondamental. Mais il revient au pouvoir en place de pouvoir déjanter toutes les procédures afin que ce procès voie jour. Vous imaginez depuis 2009 jusqu'à maintenant, c'est un manque de volonté. Quelle est votre personnalité préférée en Guinée? Vous parlez de personnalité. Quelle personnalité? Politique ou quoi? En tout cas, transversalement. Moi, c'est le professeur Alpha Condé. En même temps, vous le critiquez. Non. En même temps, vous Vous me demander pourquoi? Pourquoi? À cause de sa patience. Ok. Et à cause de sa constance. Ok. Il était patient, il restait constant. Si on s'était quelqu'un qui aurait pu accepter le poste de Premier ministre, Assemblée nationale, avoir tout ce qu'il voulait sur le régime de président Conté, mais il restait constant. L'homme politique doit être caractérisé par sa constance. Voilà mon homme de référence. En plus, du point de vue maintenant, comportement ou quoi que ce soit, la gestion humaine, et la gestion de la chose publique, mon repère, ma référence, c'est le feu Georges Gandhi Frabet Tonkara, que Dieu l'accueille dans son paradis. Voilà. Puisque nous sommes à la fin de l'émission, quel est votre dernier mot? C'est pour vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez surtout donnée pour pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de sujets. Et ça, il faut le dire clairement. Et ce que je vais dire aussi, une fois encore, je lancer l'appel à la classe politique guinéenne. Qu'elle s'unisse. Tous ceux qui sont prêts à pouvoir travailler sérieusement pour l'alternance démocratique en 2020, il faut qu'on se donne les mains. Qu'on se donne les mains pour barrer la route déjà à ce gouvernement et au régime d'Alpha Condé qui cherche à matérialiser quelque chose qui nous serait nuisible. Il faut déjà l'unité qui pourra nous aider à pouvoir contrecarrer ce projet-là. Deuxièmement, c'est au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a souffert il y a plus de 8 ans sous le régime-là, à cause de la malgouvernance, de la cupidité de nos dirigeants. Il faut qu'aujourd'hui, que ce peuple-là soit d'autant plus vigilant pour éviter que désormais, nous soyons gouvernés par des gens comme ceux qui sont au pouvoir. Les gens qui n'ont aucune morale, il faut le dire clairement, parce que la morale aimerait que l'homme soit en harmonie avec sa conscience, soit en harmonie avec les promesses données. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que le peuple désormais doit mettre à côté tout ce qui est ethnie, tout ce qui est communauté, tout ce qui est région, et mettre au devant de ses préoccupations, de son choix, ce qu'on appelle le projet de société. Cela est important, d'où la question aujourd'hui pour nous les jeunes Guinéens à pouvoir s'intéresser d'autant plus à la politique. Il ne faut pas qu'on continue à jeter de la lanterne sur les hommes politiques. Je suis d'accord pour ceux qui pensent aujourd'hui que les hommes politiques sont des menteurs, mais tous ne le sont pas. Ce sont nos anciens leaders, c'est l'ancienne classe politique qui a vidé de la politique son sens réel. Sinon la politique, bien entendu, est tout autre que ce qu'eux ils pensent. C'est pourquoi nous, la jeunesse guinéenne, nous devons s'intéresser pour changer la donne, pour que le peuple de Guinée puisse bénéficier de tout ce qui lui revient comme droit, donc la question du développement, et qu'il soit à l'appui de tout ce qui est besoin à l'image des pays de la sous-région. Voilà un peu notre préoccupation. Mesdames et messieurs, la question du développement sont obligatoirement liées à la bonne gouvernance. Étant donné un bon communicant comme M. Nestor Kabono, il nous a bien expliqué ce qu'il pense de la situation politique de la Guinée. On a vu qu'il a été pionnier de ce qu'il a dit. On le prend dans ce sens. Espérons que vous pouvez voir la prochaine conseil. Merci pour l'attention. À bientôt. Merci. Merci.